merci d'être présents. Donc on a la chance que ces conférences balayent de nombreux sujets. Ça, c'est une des conférences coup de cœur aussi du comité d'organisation et du conseil scientifique, parce qu'on a une réforme de notre système de santé en mouvement, qui va permettre à chacun de trouver sa place, de créer une valeur, que ce soit dans la technologie, l'éthique, l'innovation culturelle. Mais c'est vrai que sans une économie de la santé de haut niveau et bien réfléchie, on ne pourrait pas intégrer forcément toutes nos innovations. Donc on a demandé à une équipe qui va se présenter beaucoup mieux que moi de venir discuter cette thématique. Et on les remercie infiniment pour leur présence, et vous également. Et on espère qu'après, les débats pourront être riches et fertiles. Merci beaucoup Alain pour ton introduction. Effectivement, le sujet de la place des complémentaires santé sur l'innovation en santé est un sujet qui est de plus en plus prégnant, qui a pas mal occupé la scène médiatique avec toutes les réflexions autour de la place des complémentaires et de la place de la sécurité sociale dans le système de remboursement. Et pour en discuter aujourd'hui, à la demande notamment d'Alain, on a rassemblé quelques personnes qui sont d'univers variés, mais qui permettront, je pense, d'avoir une vision un peu globale du sujet. Alors, il y a des représentants des complémentaires santé, et je remercie de sa présence Thierry Martel, qui est le directeur général de Groupama, qui ne fait pas que de l'assurance santé, mais qui fait notamment de l'assurance santé. Dans le même domaine, c'est pas bien, mais je vais continuer par moi-même, parce que je suis moi aussi directeur général d'un groupe qui fait de la complémentaire santé, plutôt de la santé collective du groupe ProBTP, la santé d'entreprise des entreprises du BTP. On a, je terminerai par Marie par la fin, parce qu'on n'est pas en parité exacte. Eric Carrel, qui est donc le président fondateur de WeThings, qui est spécialiste des objets connectés et qui a une expérience internationale qui sera très intéressante pour nous d'explorer avec lui. Et puis enfin, Marie Eklund, qui est une VC, comme on dit en bon français, internationalement reconnue, et nationalement aussi d'ailleurs, et qui s'intéresse beaucoup au sujet d'innovation en santé dans le cadre de ses activités d'investissement. Donc la question qui se pose pour nous, quand je dis nous, c'est là avec Thierry, mais aussi avec nos collègues sur l'innovation en santé pour les complémentaires, c'est évidemment on est très intéressé à ce que nos clients soient dans la meilleure santé possible, d'abord pour eux, mais aussi parce que pour nous, ça nous permet de réduire la sinistralité. Donc, comme pour la sécurité sociale, il y a un intérêt global à ce que évidemment les gens soient dans la meilleure santé possible. Le point par rapport à l'innovation qui nous fait nous interroger d'une manière collective, c'est quand on regarde les données de l'OCDE, par exemple, sur l'espérance de vie. Si on prend l'espérance de vie à 65 ans et la compare avec l'espérance de vie en France en bonne santé à 65 ans, on a 10 ans d'écart. Ces 10 ans d'écart, c'est quoi? Ça veut dire que c'est 10 ans de maladies chroniques essentiellement, pour lesquelles on a eu des problématiques de comportement ou des choses qui ont été mal anticipées par le système de soins, une absence de prévention. Et nous, autant on peut intervenir aussi pour aider l'innovation en curatif, mais on doit aussi beaucoup intervenir pour l'innovation en préventif. Et de ce point de vue-là, les complémentaires investissent depuis longtemps dans l'amélioration des pratiques médicales au bénéfice de leurs assurés. Et notamment, les complémentaires sont à l'origine d'une meilleure accessibilité de beaucoup de pratiques médicales pour lesquelles, financièrement, on a aidé à faire en sorte que plus de gens puissent accéder à des pratiques. Donc, je vais demander à Thierry, qui a, fort de l'expérience de Groupama, qui est un groupe évidemment implanté sur l'ensemble du territoire national, puisse nous donner quelques exemples, j'allais dire historiques, mais peut-être aussi prospectifs, de la manière dont l'innovation des complémentaires permet de rendre accessibles certaines pratiques médicales. Oui, merci Hervé. Bonjour à tous. C'est vrai que la place des complémentaires santé aujourd'hui est beaucoup discutée. Et je crois qu'au fond, au lieu de se poser des questions philosophiques sur la légitimité, il faut poser vraiment la question de l'efficacité. Et en quoi est-ce que les complémentaires santé apportent des pierres essentielles à non seulement l'efficacité, mais l'efficience
de notre système de santé. On ne peut pas juste réfléchir en efficacité. D'ailleurs, les anglo-saxons réfléchissent beaucoup plus en efficience qu'en efficacité, c'est-à-dire comment avoir le meilleur résultat possible avec une allocation optimale des moyens. Si je laisse de côté l'hôpital, qui est un problème un peu particulier, et que je me concentre juste sur 4 sujets qui sont dans l'actualité, et dont certains d'ailleurs ont été repris dans la lettre de candidature du président de la République, je veux parler de la prévention, de l'accès aux soins, du reste à charge, enfin ou plutôt du pouvoir d'achat, et de l'investissement dans l'innovation. Sur ces 4 sujets, je pense que les complémentaires santé jouent un rôle très important. Si je commence par la prévention, Hervé comme moi sommes à la tête de groupes qui ont une origine professionnelle très ancrée. Hervé, c'est le bâtiment et les travaux publics, moi c'est l'agriculture. La différence fondamentale qu'il y a entre le régime de base et le régime complémentaire, c'est que le régime complémentaire, les gens choisissent. On est affilié à la Sécu, non pas parce qu'on l'a choisi, mais parce qu'on y est obligé. Quand on appelle la Sécu et qu'elle nous répond au téléphone, c'est un miracle. Nous, on connaît nos assurés, ils nous ont choisis et on a établi un dialogue, une relation de confiance avec eux. On connaît leur métier. Dans nos professions, que ce soit le bâtiment ou l'agriculture, c'est clair que nos assurés sont exposés à des risques professionnels très spécifiques et très importants. Et nous investissons beaucoup d'argent depuis longtemps dans l'accompagnement de ces professions pour qu'ils soient le plus longtemps possible en bonne santé. Et si on sort du cadre d'ailleurs strictement professionnel qui nous caractérise pour aller sur un plan plus large, on voit que sur la médecine douce, par exemple, les complémentaires ont été très en avance sur le régime général. Or, on sait que la médecine douce, ça peut être une médecine préventive qui évite la somatisation, sur les dégâts psychologiques, qui eux aussi peuvent conduire à des maladies plus graves. On a été les premiers à reconnaître l'utilité de la prise en charge et de l'accompagnement des patients sur ce genre de thérapie. Si je vais sur le terrain de l'accès aux soins maintenant, qui est un sujet majeur, au fond, l'accès aux soins, il comporte 2 dimensions. La première dimension, c'est l'accès à la médecine, tout simplement, dans les territoires et dans les zones rurales, et c'est un problème auquel on est directement confronté, nous qui sommes le premier assureur et de très loin des agriculteurs. Il y a des questions de logistique, et on l'a bien vu d'ailleurs dans la crise et la gestion de la pandémie, les régimes obligatoires et les régimes dosage ne savent pas gérer la logistique, alors que nous, c'est quelque chose que l'on fait de manière beaucoup plus naturelle. Et on a été d'ailleurs les premiers à cet égard à lancer les concepts de télémédecine et à financer la télémédecine, parce qu'au fond, si il est difficile d'amener la médecine, des médecins dans les campagnes, on peut amener la médecine dans les campagnes à travers la télémédecine. Et puis l'autre problématique de l'accès aux soins, c'est les problèmes financiers, naturellement. Et on sait que dans les grandes agglomérations, les médecins pratiquent des dépassements d'honoraires, et je trouve ça tout à fait normal. Je trouve ça tout à fait normal que les médecins gagnent bien leur vie. Il n'y a pas de raison de paupériser la médecine française par rapport à la médecine des autres pays. Et les complémentaires santé permettent justement de faire tomber cette barrière tarifaire et permet à tout le monde d'accéder à des médecins qui soient justement rémunérés. Sur le troisième sujet qui est le pouvoir d'achat, là aussi à travers nos réseaux de soins et nos réseaux de partenaires, sur l'optique et sur l'audioprothèse, il est clair qu'on a fait baisser les prix dans des proportions très importantes. Sur l'audioprothèse, qui est quelque chose qui monte aujourd'hui en flèche, on peut faire baisser effectivement le prix d'un appareillage du tiers ou de la moitié de ce qu'un client non accompagné paierait s'il allait tout seul se fournir. Quant au financement, on y reviendra un peu tout à l'heure et donc je ne vais pas développer. On va y revenir. Merci beaucoup Thierry. Ce qu'on voit qui est effectivement la grande différence sur laquelle Thierry a insisté avec la sécurité sociale, c'est qu'on connaît nos assurés et que donc on sait qu'on est en capacité de faire remonter les besoins d'innovation exprimés localement. Et on a aussi l'agilité en termes de faculté d'expérimentation, de rapidité de décision, à pouvoir faire des choses à petite échelle, si on a un besoin exprimé localement, une chose à petite échelle, et après on pourra le faire grandir, le développer à un niveau national si c'est intéressant, ou en partenariat avec d'autres acteurs, si vraiment ça présente un intérêt pour nos assurés. Et donc cette faculté, cette connaissance, cette proximité vraiment très forte avec les assurés santé qui nous permet
d'être des poumons de l'innovation hein, en santé. Et là-dessus, peut-être, je pense que c'est intéressant peut-être de donner quelques exemples hein, de ce qui a été fait chez nous récemment. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer peut-être avec Oasis chez toi. Oui, alors je peux prendre deux exemples et tu as raison, hein, je souligne ce que tu dis sur le test and learn. Il y a dans cette salle des gens qui sont complètement focalisés sur l'innovation, il y a des choses fantastiques dans les stands, mais aujourd'hui, comment on fait? On teste, on apprend, on s'améliore et on généralise. Ça, on sait le faire parce qu'on est agile, on est capable de travailler sur des petits échantillons et ensuite de proposer des solutions qu'on peut monter à l'échelle. Oui, pour prendre deux exemples concrets de ce que je viens de dire, effectivement, on a une démarche qui s'appelle Oasis, qui est la télémédecine assistée. On s'aperçoit que pour le patient lambda, aller tout seul dans une cabine de télémédecine, c'est pas forcément facile. Et donc, on est en train de monter avec un certain nombre de communes des salles qui soient dédiées à ça, avec un auxiliaire médical qui accompagne le patient dans la manière de prendre ses constantes, dans la manière d'interagir avec le médecin, de manière à ne pas le laisser tout seul face à un écran, mais de remettre un peu d'humain dans de la médecine à distance. Ça a pris un peu de temps au départ pour convaincre les élus locaux, mais on voit que la mayonnaise est bien en train de prendre aujourd'hui et que beaucoup de maires, dont une des problématiques centrales devient d'apporter des soins à leurs électeurs et à leurs administrés, rentrent dans la démarche. L'autre exemple qu'on peut prendre concerne cette fois-ci l'optique. Et une des différences aussi entre un acteur privé et un acteur public, c'est la facilité à passer des partenariats. Donc je ne vais pas faire de publicité, mais on a fait un partenariat avec une start-up qui s'appelle Lunettes pour tous, qui non seulement fournit des lunettes à des prix très compétitifs, mais a aménagé un bus dans lequel il y a un ophtalmo. Non seulement il y a des lunettes, mais il y a un ophtalmo qui est capable de se déplacer n'importe où sur le territoire, dans les entreprises, et de faire simultanément la consultation d'ophtalmo pour vérifier la vue, vérifier la correction, et la personne ressort du bus avec une paire de lunettes qui coûte moins de 100 euros. Et là aussi, on a un vrai succès dans toutes les catégories, puisque pour prendre juste un exemple, parmi les clients qui ont essayé le système et qui en étaient satisfaits, il y a le PSG, qui n'est pas a priori la partie de la population la plus démunie, mais le bus a été sur la pelouse du PSG faire des lunettes au staff du PSG. C'est vrai que Saint-Germain-en-Laye, c'est très rural. Mais c'est vrai que là, les exemples qu'a donné Thierry, hein, nous, on a effectivement aussi dans le BTP des exemples propres hein, qui sont... alors, certains qui peuvent s'étendre au-delà, on a notamment on est en train d'expérimenter les téléséances de kinésithérapie avec l'objectif hein, de réduire l'absentéisme lié aux séances dans les entreprises hein, pour voilà, faire en sorte que, à la fois pour les salariés et l'entreprise, elles soient gagnantes malgré les problématiques articulaires hein, que peuvent avoir leurs salariés. Et puis un autre exemple qui est assez parlant aussi, c'est une expérimentation qu'on a faite sur la prévention des coups de chaleur sur les chantiers de travaux publics l'été. Tout le monde sait très bien qu'un chantier de travaux publics, c'est très chaud, notamment quand on pose du bitume. S'il fait en plus une canicule, il y a des risques hein, qu'il y ait des coups de chaleur avec une interruption simplement de travail et puis évidemment un problème physiologique hein, pour le salarié. Et donc, en mettant un bracelet conçu à cet effet, on arrive à prévenir ce type d'événement. Et donc tout le monde est gagnant. Le salarié évidemment, l'entreprise, la complémentaire santé, mais surtout la sécurité sociale, hein, parce qu'il n'y a pas d'indemnité journalière, il n'y a pas de consultation du médecin. Tout le monde gagne à ce que l'innovation en santé soit la plus répandue possible. J'allais dire à ce que l'intelligence circule le plus vite possible. Et donc ce qu'on voit un petit peu par rapport à ces exemples, hein, c'est que en fait, ce que disait Thierry, la faculté qu'on a à nouer des partenariats, c'est qu'en réalité, on a une faculté à intervenir dans plusieurs écosystèmes qui sont complètement différents les uns des autres. Et la présence d'Éric et de Marie le prouve. On est dans des écosystèmes à la fois professionnels de santé, à la fois start-up parce qu'on est financeur, investisseur, et en même temps aussi élus locaux parce qu'on est présent territorialement. On connaît, et puis les entreprises, les individus, on a vraiment beaucoup d'écosystèmes sur lesquels qui reposent un petit peu sur nous. Et donc, par rapport à ça, parce que je vois déjà le temps un petit peu qui défile,
Quand on a beaucoup d'écosystèmes qui se mélangent, un des éléments qui est le plus important pour pouvoir maîtriser ou apporter des innovations en santé, c'est la donnée. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de la donnée en santé? Que peut-on faire avec? Que ne veut-on pas faire avec? Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir dans d'autres pays qui n'ont pas forcément les mêmes conceptions sur l'utilisation de la donnée en santé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui est en train d'émerger, et dans quel est notre positionnement par rapport à ça. C'est pour ça que je remercie beaucoup Eric d'être venu, puis aussi Marie qui interviendra sur le sujet, parce qu'il a, Withings est très présent dans des pays étrangers, je pense que tu peux le dire en quelques mots. Et voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu comment nous on se positionne en France par rapport à d'autres pays sur la donnée, la capacité à la collecter et à l'utiliser pour la santé. Merci Hervé, bonjour à tous. Oui, c'est Withings en fait, que fait-on? On fait des appareils de mesure non invasifs, type pèse-personne, montre, appareils qu'on met sous le matelas pour mesurer sans demander d'effort un certain nombre de données qui sont de plus en plus médicales. Et qu'est-ce qu'on a appris depuis 12 ans que l'on fait ça? On a appris déjà qu'il y a effectivement des différences entre les pays et on a appris aussi qu'il ne faut pas écouter le bruit ambiant pour se déterminer, notamment sur les données. Ça fait 12 ans que je fais des conférences sur ces sujets, ça fait 12 ans que la première question qu'on me pose en général, c'est « vous n'avez pas peur pour les données que ?» Et je vois bien que cette peur, elle est en train de disparaître. Et au fond, quand vous parlez à un patient, si vous montrez que vous pouvez l'aider, il est tout à fait prêt à partager ces données. Il n'y a pas de question là-dessus. Et par rapport à la peur des données que l'employeur pourrait regarder, etc., de toute façon, tout le monde sait bien qu'il y a un certain nombre de lois là-dessus qui font que si on a envie de débrancher, on débranche ces données, il n'y a pas de souci. Alors que voit-on dans les autres pays? Nous, c'est intéressant, on a plus de 10 millions d'utilisateurs, on en a 40% qui sont aux États-Unis, une partie en Allemagne, en Angleterre, en France, dans les pays du Sud. Et on voit qu'il y a des différences assez fortes. Notamment aux États-Unis, il y a un mouvement assez fort en ce moment qui est lié à l'accompagnement des maladies chroniques. Il faut qu'on prenne conscience qu'aux États-Unis, comme en Inde, il y a 50% des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique, 30 à 35% qui en ont plusieurs. En France, il ne faut pas qu'on se dise on est bien mieux. On est aujourd'hui à 30-35% et on monte très rapidement, donc on sera à 45% assez rapidement. Et que vivent ces personnes atteintes d'une maladie chronique? Elles vivent une visite médicale tous les 6 mois où elles rencontrent leur médecin qui ajuste leur traitement, un peu plus, un peu moins de la drogue, éventuellement je change de drogue, et puis quelques conseils, va marcher, dors bien, fais attention à ce que tu manges, etc. Mais ce que le système de santé n'a pas encore compris, majoritairement, c'est que quand une personne est dans sa vie quotidienne, c'est très dur tout seul de faire ces efforts, de mettre en place ces transformations. Autant quand on est à l'hôpital, moi j'ai fait un séjour à l'hôpital, je trouve que c'est merveilleux, la façon dont on est accompagné à l'hôpital, on a créé des machines absolument fantastiques. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, bah, tiens, tu donnes ton bras pour prendre l'attention, etc., etc. Quand on est chez soi, eh bien, tout ça, ça disparaît. Et puis, ben, voilà, on peut se mettre devant la télévision, on peut manger mal, on peut oublier d'aller marcher, etc. Et donc, comment on recrée un lien entre le système médical et le patient pour qu'il soit accompagné? Parce qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire intellectuellement en disant bah écoute, tout va bien, moi j'ai fait attention, je l'ai vu, je le vois régulièrement, etc. Mais en fait, on sait bien qu'une fois qu'il est rentré chez lui, il est abandonné. Alors qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, la loi Obamacare a mis en place des systèmes qui s'appellent Remote Patient Monitoring, qui sont des systèmes de suivi du patient à distance, qui consistent à dire à un médecin, si tu acceptes de recevoir et de motiver ton patient pour que tu reçoives 16 données de sa vie quotidienne par mois, je vais d'une part te donner le prix d'une consultation, à peu près $60, et je vais te donner $20 en plus si tu acceptes de passer 20 minutes pour analyser ces données. Quel est le but de ça? Le but, c'est de créer un lien pour comprendre les habitudes, comprendre ce qui se passe, pouvoir créer des alertes et pouvoir motiver. Et donc, on assiste à quelque chose qui est en fait la rupture du mur qu'il y avait entre ce qu'on appelait le bien-être, la médecine préventive, l'accompagnement sportif, etc., et la santé dure. En fait, les deux sont en train de se rejoindre parce que le sujet, c'est pas est-ce que c'est de la santé dure ou est-ce que c'est juste de l'accompagnement bien-être. Le sujet, c'est comment j'accompagne le patient,
je le motive pour faire un certain nombre de changements, et ça dans la durée. Et le dans la durée est très important. Vous savez qu'il y a des milliers d'entreprises dans le monde qui font par exemple des régimes de perte de poids. Et vous savez quelle est la conclusion de ces régimes de perte de poids après un an? En moyenne, c'est que la personne a pris du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a cette courbe en baignoire où on perd très rapidement du poids, puis on a une période stable, et après, le corps réagit parce qu'on a fait perdre du poids trop rapidement. Et donc finalement, il y a un combat entre notre volonté et notre corps, et le corps finit par gagner. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ça finit au-dessus. Ce qui fait que les personnes qui ont suivi 4 régimes, en général, pèsent beaucoup plus lourd que les personnes qui n'en ont pas suivi. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris de ça? On a appris que la question, c'est comment j'accompagne doucement. C'est-à-dire que le changement d'habitude d'une personne, ça se fait pour une personne unifiée. C'est-à-dire que la volonté doit être associée, doit être en phase avec ce qui se passe dans le corps. Et ça se fait sur la durée. Et se faire sur la durée, c'est quoi? C'est au moins 3 ans d'accompagnement. Donc, ce n'est pas des petits trucs où on fait une consultation, où on fait un accompagnement de 3 mois. Non, c'est de l'accompagnement sur le long terme. Voilà par exemple ce qui se passe aux États-Unis, qui est en train de se mettre en place. Ça se passe en Allemagne avec tout ce qui se passe autour de DIGA, c'est en train de se mettre en place. Ça se passe aussi en France, hein. Il y a eu des programmes étapes qui vont être généralisés, etc. Mais là, je pense que les mutuelles ont énormément à nous aider parce qu'elles ont cette habitude bien sûr de connaître le patient, mais aussi d'aller au-delà de ce qui est déjà dans la mécanique classique de remboursement de la sécurité sociale pour préparer ce marché de demain. Et je suis convaincu qu'il y a énormément qui va bouger sur ce secteur parce qu'encore une fois, les malades chroniques, c'est 50% des patients. Merci Eric. Alors peut-être avoir sur ce sujet le point de vue d'une part de l'investisseur avec Marie sur la manière dont l'investisseur justement cherche à voir comment l'utilisation des données peut être utile. Et puis après peut-être Thierry, parce que tu es aussi vice-président de France Assureurs, que tu nous dises peut-être un petit peu le point de vue des assureurs en général sur l'utilisation de la donnée en France, données médicales. Oui, bonjour à tous. Donc, côté investisseur, ce que la donnée permet en santé, c'est un peu les mêmes propriétés que ce qu'elle permet dans d'autres secteurs. Typiquement, quand la donnée est très précise. Et donc, il y a une première chose qui a été de pouvoir faire des diagnostics beaucoup plus précis, de garder cette donnée. On le voit dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le diagnostic de cancer, on voit dans plein de choses comme ça. Donc, il y a un côté de faire avancer les moyens de recherche en termes de diagnostic et de prédiction. Il y a aussi un grand sujet qui est de se dire, mais une fois que cette donnée existe, comment est-ce qu'on peut la partager? Donc, en termes d'efficience de tout le système de soins, le fait de pouvoir partager la donnée, de collaborer sur cette donnée auprès de toutes les catégories des équipes de soins, des gens qui s'occupent et du patient lui-même, c'est aussi en termes d'efficacité de la prise en charge d'un patient, quelque chose qui peut permettre une bien meilleure prise en charge et un bien meilleur soin d'un patient donné. Une autre chose, c'est que les données sont multiples et donc on peut arriver à créer des parcours qui sont holistiques, donc une compréhension beaucoup plus et une évolution de la médecine qui permet d'avoir des biomarqueurs et des données sur différents aspects de la santé d'une personne et d'avoir une prise en charge qui est à la fois sur la compréhension d'une maladie, de l'état général de santé de quelqu'un, mais aussi d'aller vers de la médecine personnalisée comme des traitements qui sont de précision, de clustériser un peu plus les patients, etc. Donc il y a vraiment ces notions qui sont assez classiques dans l'utilisation de la donnée, de pouvoir permettre une médecine qui soit holistique, qui soit personnalisée, des diagnostics beaucoup plus précoces et précis grâce à cette précision, et une collaboration et un parcours de soins facilité pour les patients. Il y a une dernière chose qui était sous-tendue par ce que disait Eric et qui pour moi est extrêmement importante, c'est que la donnée permet de voir des évolutions. C'est-à-dire qu'on voit des tendances, on voit des historiques. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que la santé n'est plus uniquement dans l'hôpital où on arrive à avoir des données de la vie quotidienne. Et cette idée de pouvoir suivre des évolutions sur les données de santé des patients, ça permet à la fois des signaux d'alerte et donc la capacité à faire intervenir le patient, de le faire rentrer dans le système de soins uniquement quand il en a besoin, et quand il en a besoin, de ne pas rater ces étapes-là, de ne pas rater ces signaux-là. Mais ça permet aussi
de prévenir, et Eric en a parlé avec ses idées de maladies chroniques, mais tous les sujets de santé mentale, enfin, il y a plein d'autres sujets que Thierry indiquait aussi, ou Hervé, dans dans le diagnostic d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens sont en mauvaise santé, et ce n'est plus du tout ce qui était le cas avant, en fait. On a des comportements induits dans notre vie quotidienne qui font qu'on dégrade notre santé. Et donc l'idée de pouvoir mesurer cette dégradation ou cette évolution positive et d'en tirer derrière des recommandations pour les patients en dehors du système même de soins sur l'amélioration de leur santé au quotidien est extrêmement important, et c'est une évolution très possible de la santé en l'intégrant plus sur cette notion de bien-être que uniquement dans une fenêtre très restrictive de le système de santé. Le système de santé, c'est uniquement quand je vais voir un médecin ou quand je vais à l'hôpital ou quand je suis pris en charge par l'industrie de la santé. Thierry, tu dis deux mots sur... Oui, alors sur cette question des données, je pense que je vais enfoncer une porte ouverte en disant que c'est quand même le nouvel or du début du XXIe siècle. La donnée, on l'a partout, je pense sur les techniques médicales elles-mêmes, sur l'épidémiologie. Au cours de ces dernières décennies, la médecine a fait de grands progrès grâce à l'épidémiologie, et sur les comportements. En France, on a toujours tendance à imaginer que s'intéresser aux données, ça va être avec de mauvais objectifs, des objectifs punitifs, des objectifs coercitifs, des objectifs de flicage. Pas du tout. Moi, j'ai vu une start-up aux États-Unis, par exemple, qui travaillait sur la corrélation qu'il y avait entre les vitesses de rétablissement de patients qui venaient de subir une opération et leur comportement. Quel comportement conduisait à des rétablissements rapides, et inversement, quel comportement faisait traîner la maladie en longueur. Nous, on n'a pas besoin d'avoir des données nominatives pour ça, on a besoin d'avoir des données statistiques, et pas pour punir nos clients, pas pour faire des surtarifications ou exclure des risques, simplement pour les accompagner, les conseiller, faire de la pédagogie. Je l'ai dit tout à l'heure, on a été sur certains domaines comme la télémédecine ou le psy, récemment dans le cadre de la Covid, les premiers à prendre en charge des choses que la sécurité sociale ne reconnaissait pas comme utiles sur le plan médical. Mais pour ça, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre pour accompagner. Surtout quand on est un groupe mutualiste, l'objectif, c'est quand même d'apporter du bien-être et du mieux vivre à nos sociétaires. Et si on regarde les choses un peu dans la durée, l'histoire nous montre que tout ce que la technique permet, le droit finit un jour ou l'autre par l'autoriser. C'est juste une question de temps. Et plus on tarde à l'autoriser, plus on laisse les pays qui sont plus libéraux avancer, et le jour où le droit le permet, on est rentré dans une situation de dépendance totale par rapport à ceux qui ont investi pendant un certain nombre d'années. On s'en mord aujourd'hui les doigts sur pas mal de domaines. Moi, je vais prendre le secteur agricole pour prendre un exemple que je connais bien sur les semis. Aujourd'hui, on pleure parce qu'on n'est pas capable, on dépend complètement des Américains pour acheter nos semis. Si on avait permis bien plus tôt la recherche en France sur ces sujets, on serait beaucoup moins dépendant aujourd'hui des Américains. Sur le domaine de la santé, il est en train de se produire exactement la même chose. On laisse les Américains avancer, et le jour où le droit le permettra, on sera obligé de passer par les solutions américaines. Là-dessus, je le dirais, enfin on peut résumer d'un mot, c'est que faire de la prévention sans données, à un moment, les injonctions sont contradictoires quand même. Hein. Donc si on veut nous contribuer davantage à la prévention que ce qu'on fait aujourd'hui, et on le fait déjà beaucoup, hein, mais si on veut le faire de manière plus fine, plus précise, il faut qu'on ait de la donnée statistique et pas nominative, comme l'a dit Thierry. Alors, Thierry a soulevé un point sur lequel j'aimerais qu'Éric réagisse s'il veut bien, c'est la dimension stratégique de ce qui est en train de se passer, notamment outre-Atlantique. Est-ce que, malheureusement, on peut estimer, compte tenu du cadre juridique dans lequel on vit, que peut-être dans 10 ans, on sera obligé d'adapter des normes. Les normes, c'est très important, hein, des normes et des cadres de pensée qui nous seront importés, en fait, et imposés. Alors oui, je pense qu'il n'y a pas que les normes, il y a aussi les pratiques et les algorithmes d'apprentissage qu'on va tirer de tout ça. Pour rappel, Tim Cook a dit il y a à peu près 2 ou 3 ans, on se souvient d'Apple plus pour son apport dans le domaine de la santé que dans le domaine de la technologie. Et donc une entreprise comme Apple, aujourd'hui encore de façon assez silencieuse, fait des recherches absolument monumentales et investit des dizaines de milliards
sur cette capacité d'accompagner dans la vie quotidienne, d'accompagner en sortie d'hôpital, d'accompagner à travers leurs instruments. Et tout ça dans un mode qui est non-invasif et qui accompagne au mieux. Et donc ce que je dis à chaque fois que je vois un ministre de la Santé, c'est réveillons-nous, parce que si on reste, comme le disait Hervé tout à l'heure, sur cette peur des données, que va-t-il se passer? Il va se passer le fait que Apple arrivera en demandant un chèque de 5 milliards pour faire économiser 10 milliards à la sécurité sociale, et on signera dans la seconde parce qu'il y aura les preuves médico-économiques de cette économie apportée par cette capacité de faire de la détection, parce qu'on aura appris à travers les algorithmes à voir des évolutions lentes, mais qui sont des prémices d'un certain nombre de maladies, à des moments où il est encore possible d'éviter cette maladie. Et donc, il est très important que, d'une part, en tant que Français, nous poussions contre cette peur des données et pour cet accompagnement dans la vie quotidienne, et que d'autre part, d'un point de vue global, entreprise, mutuelle, sécurité sociale, on considère qu'il faut s'y mettre très rapidement et qu'il faut être dans un mode d'apprentissage. Vous savez, il est assez phénoménal, je vais vous donner un exemple concret, ce qu'on arrive à avoir avec des données qui ne sont pas invasives. On fait un produit qui se met sous le matelas, une fois que vous l'avez mis, vous l'oubliez, et toutes les nuits, ça mesure continuellement le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Au début, on donnait les cycles du sommeil à nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a qualifié médicalement, on est CE médical, la détection des épisodes apnéiques. La détection des épisodes apnéiques, vous savez que l'apnée, c'est une des maladies qui est le moins bien détectée. On considère qu'il y a à peu près 2% des personnes qui sont traitées, alors qu'il y a au moins 8% des personnes qui sont malades, et qui amènent un tas de maladies derrière, qui vont de maladies physiologiques à des maladies mentales. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de psychologues qui m'appellent en disant, quand je vois un nouveau patient, je commence par lui demander de faire une mesure d'apnée pour savoir si ce n'est pas juste un problème de sommeil. Et comment on a été capable de détecter l'apnée en mettant simplement un truc sous le matelas? Parce qu'on a fait de l'algorithme dit de deep learning, d'apprentissage profond, en faisant des études cliniques, en comparant les appareils dits officiels à notre appareil. Et qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? On a une étude australienne qui est en train de sortir qui montre que l'on mesure mieux l'apnée que les appareils officiels. Pourquoi? Parce que l'appareil officiel, c'est un appareil issu du monde hospitalier. C'est un appareil où vous avez des capteurs partout, vous passez une nuit d'enfer, et on vous dit, cette nuit d'enfer, on va essayer de voir si elle représente votre nuit normale. En fait, elle ne représente pas. Et en plus, ça ne dure qu'une seule nuit, parce que vous n'avez pas envie de le faire deux. Un produit qui est non-invasif sous votre matelas, vous allez avoir des dizaines de nuits, et vous allez augmenter de 30% la capacité de détection des apnées. Donc juste un exemple concret pour nous dire que la donnée, bien sûr, c'est bien pour accompagner, mais c'est aussi bien pour apprendre, c'est-à-dire que c'est grâce à ça, grâce à ces algorithmes, que l'on va faire avancer la médecine très rapidement. Et aujourd'hui, je pourrais vous citer encore 10 autres exemples, c'est nous qui travaillons avec les cardiologues de l'hôpital Georges Pompidou pour essayer de leur faire découvrir de nouvelles maladies, alors qu'au départ, c'est eux qui nous ont aidés, pour vous dire que cette donnée, elle est importante. Et donc, pour rejoindre la question d'Hervé et les propos de Thierry, oui, il est important qu'en France, on rentre dans ce monde où on se dit on va accompagner les utilisateurs et les patients à travers de la donnée, et que cette donnée, elle va être utilisée pour la recherche. Merci beaucoup, Eric. Ce qui m'amène directement, quand on voit les risques par rapport au fait d'être marginalisé, je vais dire, au regard de ce que sont capables de faire des grands groupes comme les GAFA, ça veut, de mon point de vue, et tout à l'heure je parlais d'écosystème, je pense que ça signifie bien qu'on doit être tous ensemble, j'allais dire, sans reprendre des célèbres chansons de football qui ont mal vieilli, pardon. On doit vraiment former un écosystème collectif entre les pouvoirs publics, les complémentaires santé, les entrepreneurs qui ont des idées innovantes et puis les investisseurs qui peuvent qui savent détecter les idées innovantes, parce que nous, on ne sait pas forcément tout détecter, hein, on s'appuie aussi sur des réseaux. Et dans un objectif à la fois évidemment de rendement financier, nous, on est assureurs, on doit avoir de l'argent pour payer les engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos assurés. Parce que quand ils ont un problème, c'est nous qui payons, c'est normal. Mais on doit à la fois concilier l'intérêt financier de l'investisseur, mais en même temps, on sait que sur ce domaine, on peut concilier cet intérêt financier avec l'intérêt général. Et c'est pour ça, notamment, que j'avais demandé à Marie de venir dans cette table ronde, parce qu'elle
Elle a créé un fonds qui voit loin, puisqu'il s'appelle 2050, même si on s'en rapproche un peu plus tous les jours, et qui a justement cette particularité de concilier l'intérêt commun avec l'intérêt financier des gens qui lui confient des fonds. Donc Marie, s'il te plaît, je te laisse présenter ton fonds. Oui, merci Hervé. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on vit dans un système aujourd'hui qui pousse les entreprises à se désaligner, c'est-à-dire à désaligner qui désaligne leurs intérêts économiques avec l'intérêt de la société et l'intérêt de la planète. Donc le meilleur exemple que j'ai, après avoir écouté Eric, pour illustrer ça, c'est que quand le CEO de Netflix, qui s'appelle Reed Hastings, il a déclaré un jour « Mon principal ennemi, my greatest enemy is sleep », c'est le sommeil. Et donc ça veut dire qu'en interne, chez Netflix, ils ont une armée de développeurs et d'ingénieurs qui passent du temps à savoir comment est-ce qu'on va faire en sorte que les utilisateurs de Netflix, au lieu d'aller se coucher et d'être en bonne santé mentale, en fait, ils vont regarder plus longtemps Netflix. Et moi, quand il avait dit ça, je venais de lire un livre de Matthew Walker, qui est un grand chercheur sur le sommeil, qui s'appelle Why We Sleep, Pourquoi nous dormons, et qui racontait à quel point le fait que les gens réduisent de 15 minutes leur durée de sommeil sur une dizaine d'années, ça avait créé des problèmes de santé publique majeurs aux États-Unis. Donc c'est ça le désalignement dont je parle, cette idée qu'une entreprise, c'est parfaitement accepté, cette déclaration de Reed Hastings, les analystes financiers trouvaient ça très intelligent. Donc c'est absolument parfaitement accepté, voire même encouragé, qu'une entreprise, pour augmenter ses profits, finalement, elle puisse aller dans le respect de la réglementation, mais que ça aille clairement contre le bien commun. Donc tout le modèle de 2050, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réaligner les entreprises, c'est-à-dire créer un modèle où on gagne en intérêt économique, mais si on gagne nous, ça veut dire que l'intérêt commun a gagné, et donc on est aligné avec les intérêts de la société et les intérêts de la planète. Donc c'est très facile à dire, c'est très dur à faire, évidemment. Mais au fond de ça, et en sous-jacent de ça, il y a à la fois cette idée de penser le long terme, et donc de créer un modèle financier qui puisse accompagner les entrepreneurs dans cette logique de long terme, mais aussi de financer des écosystèmes. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de domaines comme l'agriculture ou comme la santé où qu'est-ce qui nous empêche finalement de régler les problèmes qu'on voit et de créer une agriculture qui soit résistante au réchauffement climatique, qui permette de faire en sorte qu'on a un système agroalimentaire qui nous rende en bonne santé, alors qu'aujourd'hui on meurt 3 fois plus d'obésité que de famine dans le monde, c'est ce qui est quand même pas du tout ce à quoi moi j'ai été habituée petite. La famine était toujours un problème. Non, aujourd'hui le problème dans le monde c'est l'obésité. Et donc, comment est-ce qu'on recrée un système agricole qui, finalement, soit au service des gens et du bien commun et qui, évidemment, fasse en sorte que les entreprises soient fertiles, soient pérennes, soient des succès économiques, mais qui aussi soient au service de la société. Et quand on regarde les problèmes d'une filière, comme l'agriculture, on se rend compte qu'il y a un certain nombre des nœuds qui empêchent cette transition-là, qui ne peuvent pas être réglés par des modèles économiques, qui sont des nœuds systémiques, mais qui sont des problèmes de savoir, qui sont des problèmes de recherche, qui sont des problèmes réglementaires, qui sont des problèmes qu'une entreprise ne peut pas régler toute seule. Et donc, du coup, dans notre modèle de fonds, quand on dit on finance des écosystèmes, c'est qu'on a dédié 10% de l'argent qu'on investit à financer des communs. Donc, c'est du savoir partagé, c'est de la recherche, c'est de l'open data, c'est de l'open source. Ce sont des choses qui vont servir à dénouer ces nœuds systémiques de manière à ce que toutes les entreprises qui sont dans cette démarche d'alignement puissent en profiter et créer une bascule de marché. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas neuf. C'est-à-dire que quelqu'un comme Elon Musk, qu'on ne peut pas soupçonner d'être uniquement sur du bien commun, lui, il a donné tous les brevets de Tesla, il les a rendus publics en 2013. En 2013, il a dit, voici nous, Tesla, tout ce qu'on a appris sur la voiture électrique, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il disait, pour le coup, moi, mon principal concurrent, ce n'est pas le sommeil, ce sont les constructeurs de voitures à pétrole. C'est le secteur historique de la voiture.
Et j'ai besoin, pour créer une bascule de marché vers la voiture électrique, qu'il y ait beaucoup plus de gens que moi qui travaillent sur ces technologies-là. Et ça a créé un effet d'accélération très large, en fait, de ce secteur-là. Et aujourd'hui, Tesla en est le grand gagnant, puisque le leader technologique de facto, c'est Tesla. Et merci beaucoup Marie pour donc sur une note d'espoir, puisqu'on voit qu'on peut aligner, et c'est quand même la grande leçon de cette table ronde pour moi, on peut aligner les entreprises, les assureurs avec le bien commun, ce que peut-être tout le monde n'avait pas idée, ce dont tout le monde n'avait pas forcément idée avant de venir à cette table ronde, mais je crois qu'on l'a démontré collectivement. Alors il nous reste quelques minutes pour les questions. Ah. Voilà, Bonjour, alors j'ai une question, ou plutôt une remarque justement sur l'alignement entre investisseurs et assureurs. Notamment dans l'innovation, on a un petit problème encore d'œuf et de poule, parce que les investisseurs ont une mission de trouver les entreprises qui vont avoir des débouchés économiques, donc des modèles économiques. Et en santé, notamment avec la data et les capteurs ou les différentes mesures, on sait que les modèles économiques sont encore un peu lointains. Et du coup, j'ai trouvé intéressant votre remarque comme quoi vous financiez finalement indirectement les VC en étant LP, et c'est très bien. Je pense qu'il y a encore une réflexion pour que l'écosystème justement permette le déploiement de nouvelles solutions en amont du financement. Donc c'est un peu compliqué, mais quand on lève... Forcément, l'investisseur recherche le futur succès économique pour faire la boîte leader. Et le problème, c'est que le débouché, souvent, dans les business models de data de santé, c'est d'aller vers les assureurs. Donc les assureurs référencent le service et payent pour ce service. Et je me demandais si vous aviez des réflexions, justement, autour de ces business models, ou est-ce qu'on est principalement sur financer les VC pour que les VC identifient les pépites pour après référencer. Mais les VC vont nous demander finalement d'avoir déjà des débouchés et un peu de pipeline commercial. œuf, poule, tout ça. Oui, je vois bien votre question. Le sujet, en fait, la réponse n'est pas univoque. On fait les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on va détecter des entreprises qui ont des idées innovantes via le capital risque. Parce qu'il y a des gens, en général, quand on investit dans un fonds de capital risque, la première chose qu'on regarde, c'est la qualité de l'équipe. Et donc, on se dit, est-ce que c'est des gens qui ont les bons contacts, qui ont les bonnes connexions, qui savent aussi faire monter les entreprises vers le succès quand elles le méritent. Donc ça, c'est la première chose qu'on regarde systématiquement. Mais à côté de ça, il y a aussi évidemment des partenariats qu'on essaye de mener avec certaines entreprises innovantes pour lesquelles on a à la fois une aventure en capital et en même temps on essaye de voir comment on peut faire un partenariat qui permet de différencier par rapport à nos concurrents en matière de service aux clients. Je ne vais pas citer d'exemples comme ça, mais je pourrais vous en citer pas mal, où on a à la fois pris une participation, et puis en même temps, on a mis en place un partenariat de service. Alors, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, parfois ça ne dure pas très longtemps. Dans ce cas-là, on revend la participation parce qu'on n'est pas content. C'est aussi, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que derrière, quand on fait les deux, parfois, si on a une part au capital qui est importante, on dit aussi notamment aux fondateurs, peut-être qu'il faudrait changer ton modèle économique si tu veux gagner plus d'argent un jour. Parfois, il y en a avec qui ça passe, il y en a avec qui ça passe pas. Comme, je pense, donc il n'y a pas de modèle univoque, en fait. On est vraiment sur les deux. Et il y a un point qui est important, c'est qu'il y a à la fois les biotech, dans les financements qu'on peut faire. Il y a les biotech, les medtech et il y a l'innovation holistique dont a parlé Marie et qui, plus sur ce que fait Withings. C'est des domaines complètement différents. La biotech, c'est quand même quelque chose où on attend un peu le miracle, on va trouver le médicament qui va résoudre un problème. Là, nous, on n'est pas complètement sur ça. Oui, pour compléter la réponse d'Hervé, je crois que dans les investissements des assureurs, dans les Meditech, etc., il y a deux catégories. Il y a la partie qui est financée avec l'argent des assurés, notamment les sociétés vie, parce que c'est là qu'il y a des fonds. Et c'est de l'argent qui ne nous appartient pas, qu'il faudra qu'on rende.
Donc on a plutôt des investissements qui sont diversifiés et on s'appuie sur des fonds qui mutualisent le risque parce que ce n'est pas notre argent, c'est de l'argent qu'on a en dépôt et qu'on devra rendre un jour ou l'autre. Donc il faut qu'on ait à la fin de la journée au moins autant d'argent qu'on en avait au début parce que ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. Et puis il y a une petite partie des investissements qui se font sur nos fonds propres, où là on recherche des partenariats industriels avec des startups dont une idée nous intéresse et sur laquelle on veut développer un business model différenciant. Donc c'est vraiment deux types d'investissements différents, mais les grosses masses, c'est quand même avec de l'argent qui ne nous appartient pas et qu'il faudra qu'on rende. Au sujet des modèles économiques, la raison d'être de vos deux compagnies d'assurance, c'est de suppléer au manquement, incomplétude, si ce n'est incompétence, des actions du service public, en particulier en termes de prévention. Néanmoins, sur les règles du jeu d'un modèle économique, car un modèle économique, ce sont des mécanismes d'incitation qui peuvent être fiscales, réglementaires, mais qui peuvent être aussi pour améliorer une forme de gouvernance et de distribution, transmission de la valeur dans le cadre d'arbitrage qui se repose sur de véritables compétences. Tout le monde, de notre politique à nos investisseurs et nos entreprises, sont totalement secs sur le sujet. De manière lapidaire, puisque vis-à-vis de cette sécheresse, il faut proposer quelque chose, est-ce que vos compagnies d'assurance seraient prêtes à prendre des malades chroniques et d'être rémunérés en fonction des résultats sur l'amélioration de leur pathologie chronique et zéro si rien ne s'améliore? On est très ouvert à toutes les expérimentations, hein. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des expérimentations qui ont produit des résultats, moi j'ai un exemple très précis. On avait fait ça dans le département des Ardennes sur le sevrage aux benzodiazépines. On avait sevré 80% de la population de sa dépendance aux somnifères. Quand on a voulu passer à l'échelle, la sécurité sociale a dit ça c'est bien gentil, c'est de l'initiative du privé, ça ne nous intéresse pas, repartez chez vous. Donc nous on est prêts effectivement à rentrer dans ce genre d'expérimentation. Mais le président de la République a dit hier, je crois, à Poissy, il va falloir remettre tout le monde autour de la table pour essayer de travailler de manière plus intelligente ensemble. Moi, je le prends au mot et je suis tout à fait d'accord pour le faire. Moi, je pourrais avoir une expérimentation, enfin, quelque chose de tout à fait similaire sur la lutte contre les addictions sur les chantiers. On a commencé à travailler avec des opérateurs, les pouvoirs publics, et puis ça s'est arrêté très très vite quand on est allé dans le concret. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une difficulté des pouvoirs publics aussi à partager, entre guillemets, le savoir ou le pouvoir par rapport à ces expérimentations. Et donc, je crois que quand on disait qu'il faut travailler tous ensemble, c'est vraiment tous ensemble. Et je retiens ce qu'a dit Thierry sur la espèce de conférence nationale de santé que le président de la République souhaiterait mettre en place dans le cadre d'un deuxième quinquennat s'il était réélu. On prend une dernière question. Merci. Alors moi, je travaille pour aider justement les compagnies innovantes à trouver leur place dans le modèle économique français, c'est-à-dire à trouver des impacts cliniques, des impacts technologiques, des impacts médico-économiques ou des impacts émotionnels. Aujourd'hui, je suis ravi de trouver sur des plateaux parlant d'innovation santé des complémentaires santé. En revanche, je me dis que peut-être qu'il faudrait aussi y introduire les patients, parce qu'aujourd'hui, c'est le grand acteur manquant de toutes ces tables rondes. Aujourd'hui, on parle beaucoup, quand on gravite dans l'hôpital, on parle beaucoup, quel va être l'intérêt, par exemple, du directeur des services informatiques. Souvent, il va être différent de celui du directeur de l'ACME, des médecins, qui va être encore différent de celui du financier de l'hôpital, qui va être encore différent. Et aujourd'hui, celui qui pourrait régler le problème de l'innovation en santé et qui est un grand absent. Alors, aux États-Unis, il est présent énormément auprès des compagnies, etc., etc. Pour moi, c'est le patient. Je sais pas si je peux dire quelque chose, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a une prise en compte du patient parce qu'il est de mieux en mieux informé. Et donc, du coup, il a envie de s'investir dans l'amélioration de sa santé et donc il prend un peu le pouvoir. Alors, effectivement, on le voit plus aux États-Unis parce que les Américains sont plus prêts à payer ce qu'ils appellent over the counter, c'est-à-dire en dehors de l'assurance, ils mettent de leur poche. Parce que de toute façon, s'ils dépensent trop dans leur assurance pour des choses qui sont entre guillemets banales, qui ne sont pas des choses d'urgence, ça fait augmenter leur prime d'assurance. Donc ça, c'est bien pour expérimenter. On disait tout à l'heure qu'il est important de pouvoir expérimenter. Il est aussi effectivement important qu'on puisse s'appuyer sur les patients qui vont mettre de l'argent de leur poche au début parce que ce n'est pas encore pris
ni par les complémentaires santé, ni par la sécurité sociale. Et ça fait partie de ce qui permet aux entreprises d'apprendre. Je suis entièrement aligné avec vous. Donc il faut qu'on encourage ça, il faut qu'on considère que c'est de plus en plus normal. Et en même temps, se rappeler que toutes les ruptures dans tous les domaines, elles sont toujours venues par l'utilisateur. L'utilisateur est ici le patient. Moi, je suis un vieil entrepreneur, j'ai connu le passage du gros ordinateur au petit, la rupture des télécoms avec Internet, la rupture du smartphone. Et à chaque fois, qu'est-ce qui a fait que ces ruptures sont passées? C'est qu'il y a des gens qui se sont dit « j'arrête de me polariser sur tous les professionnels du secteur, je me polarise sur l'expérience de l'utilisateur ». Et c'est ce qu'on est en train de voir en santé, donc il y a des raisons d'être optimiste. Je voudrais rajouter un point, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, et on a parfois eu tendance un peu à taper sur la sécurité sociale. Je pense qu'il vient de se passer un truc absolument extraordinaire, qui est l'ouverture de mon espace santé. Ça va être un accélérateur de notre capacité de travailler tous ensemble, qui est absolument énorme. Là, maintenant, on a tous un compte ouvert. Demain, on pourra avoir, vous et nous, des applications à l'intérieur de cet espace pour utiliser ces données, bien sûr, avec l'accord du patient. Et ça va être une révolution assez extraordinaire. Merci à toutes et à tous.